Bienvenue à Faire les murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf. Aujourd'hui, dans un format un peu plus long, j'accueille Ludovic Albert, chercheur, géographe, et dont les travaux actuels portent sur l'analyse des circuits de financement de la production urbaine. Ludovic interroge ainsi la manière dont les processus de financiarisation de la ville ont des effets non seulement matériels, mais aussi sociaux et politiques. Bonjour à tous. Bonjour Ludovic. Bonjour. Ludovic, tout d'abord, peux-tu nous dire pourquoi et dans quel contexte général tu as pu t'intéresser à ce concept de financiarisation de la ville ? Oui, alors, ce concept, moi, je pourrais plutôt préférer l'appeler financiarisation de la production urbaine. Je vais m'en expliquer et ça tient cet intérêt à deux raisons, mais qui ont en fait un même point de départ. Par financiarisation de la production urbaine, j'entends la manière dont des capitaux et des acteurs qui sont liés au marché financier s'impliquent dans la production urbaine, c'est-à-dire dans la création, dans la conception et dans l'exploitation de formes bâties ou non bâties, par exemple des logements, de l'immobilier collectif ou aussi des centres commerciaux. Et ce qu'il apparaît quand on étudie ce processus de financiarisation de la production urbaine, c'est qu'il redéfinit les régimes de propriété. Or, on sait que les régimes de propriété ont des répercussions tant sur les espaces, urbains notamment, que sur les sociétés. Et c'est là où il y a deux facteurs là qui rendent l'analyse de ce processus intéressant. Tout d'abord parce que si on altère les régimes de propriété, c'est-à-dire la manière dont on distribue l'accès au sol, eh bien, on conditionne, on prédétermine les formes qui sont bâties, les usages qui sont permis, quelles activités y ont lieu. Ici, là, se joue un enjeu de distribution d'une ressource extrêmement importante dans nos sociétés, qui est l'accès à l'espace. Donc ça, c'est un premier élément. Et on le sait bien, quand on est un ménage, que les conditions pour accéder à une maison, quand on veut en être propriétaire, et donc on va négocier ce droit-là auprès d'un banquier pour avoir un prêt, sont pas du tout les mêmes que les conditions que l'on aura si on cherche à obtenir un logement social auprès d'un bailleur. Donc c'est un premier enjeu, s'intéresser au régime de propriété, à leur transformation, c'est pour comprendre la transformation de l'accès aux espaces. Mais par ailleurs, on sait que dans des démocraties capitalistes comme la nôtre, c'est-à-dire où la puissance publique garantit la possibilité de faire le commerce des biens immobiliers, de la propriété privée en général, mais aussi des biens immobiliers. On peut vendre ou acheter sa maison, on peut la louer. Eh bien, cette manière de procéder autorise ou permet à des propriétaires d'accumuler de la richesse. Et les travaux des économistes, par exemple, là, qui sont bien connus comme ceux de Thomas Piketty, montrent que l'immobilier, avec les actifs purement financiers, sont partie prenante ou un aspect extrêmement important de la distribution des richesses entre les groupes sociaux. Donc dans les deux cas, que ce soit pour leurs effets sur les espaces ou sur la richesse des populations, quand on étudie comment la financiarisation altère les régimes de propriété, fondamentalement, ce qu'on interroge, c'est la reproduction des inégalités socio-spatiales, comme celle d'accès au logement, et de richesse. Bref, c'est des enjeux d'équité, de justice spatiale qui sont au cœur de cet agenda de recherche et de l'intérêt qu'on peut avoir à analyser cette financiarisation de la production urbaine. Alors, tu as commencé à t'y intéresser il y a quelques années, 3-4 ans peut-être plus Oui, d'accord. C'est un agenda au très long cours. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi justement à ce moment-là, en termes de contexte, tu as considérer que cette approche-là peut-être évolué, basculé. Qu'est-ce qui a été ce point de départ en termes de dynamique que tu as pu observer dans les travaux que tu menais préalablement ? En quoi c'est nouveau en quelque sorte ? Oui, alors il y a donc ça n'est pas. Je vais répondre en plusieurs temps. Ce n'est pas si nouveau que ça. Après tout, la financiarisation de la production urbaine au sens d'acteurs des marchés financiers qui viennent se porter acquéreurs de biens immobiliers, on le retrouve au 19e siècle. Les compagnies d'assurance qui acquièrent des immeubles haussmanniens, les travaux de Haussmann ou des grandes villes européennes qui sont financées à partir de prêts qui proviennent pas de la banque classique de dépôt comme on la connaît, mais à travers des obligations sur les marchés financiers, c'est très ancien. L'essor de la bourse au XIXe siècle, c'est lié à l'essor d'un compartiment qui était celui, d'une classe d'actifs qui était celui de l'immobilier, de la fabrication des canaux, et puis des chemins de fer.
Donc c'est une histoire ancienne et qui remonterait en fait avec la création des marchés financiers. Mais là aujourd'hui, il y a quelque chose de particulièrement intéressant, c'est que depuis la fin des années 70, puis de manière croissante dans les années 90 et maintenant à la suite de la crise de 2008, on a eu le renforcement de sociétés qu'on appelle des gestionnaires d'actifs, qui se tournent vers les marchés financiers, qui est un marché dans lequel on a des détenteurs de capitaux qui cherchent à accumuler, à accroître cette masse-là, en vendant des titres financiers. Et ils se sont tournés vers ces investisseurs, qui peuvent être donc des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des fonds souverains. Vous savez, ces fonds qui appartiennent à des pays qui ont des excédents de revenus, par exemple la Norvège ou les pays émiratis ont des fonds souverains associés à la vente de l'hydrocarbure, et ils cherchent à le réinvestir pour continuer à accumuler à partir de cela. Puis il y a aussi des ménages relativement aisés, voire les super riches, là, les 1%, qui aussi ont de l'argent à investir. Donc on a sur ces marchés financiers une manne de capitaux prêts à investir, et il y a des sociétés financières qui ont créé des filiales, on appelle ça des gestionnaires d'actifs, qui ont dit mettez une partie de cet argent dans la production urbaine, dans des réseaux de transport, des réseaux de télécom, du logement, de l'immobilier de bureau. Donc ça s'est renforcé depuis les années 90, en particulier à mesure qu'il y a eu des politiques publiques très explicites en faveur de ce circuit de financement. À la fois parce qu'il s'agissait de financer la production urbaine, mais aussi pour d'autres enjeux plus économiques. Donc c'est dans les années 80 des mesures de déréglementation de la circulation des capitaux qui ont fait qu'à partir de la fin des années 80, les échanges d'argent qui sont sur les marchés financiers se font à travers la planète entière. Alors, il y a des zones d'ombre, des zones qui sont oubliées comme toujours, mais maintenant on a une relative intégration de cette planète finance, telle sorte que les stades sont détenus par des fonds émiratis, les stades de sport. L'ancien logement social des villes allemandes est détenu par des fonds d'investissement cotés en bourse. Et on peut imaginer plein d'autres formes d'investissement qui ont lieu. Donc il y a une mondialisation, une intégration au niveau international de ce circuit de financement, qui repose donc sur des politiques publiques explicites, donc des politiques, j'ai dit, financières, on dérégule la circulation des capitaux, mais aussi des politiques qui visent à arrimer ces circuits des marchés financiers dans la production urbaine directement. En France, c'est dès les années 70, et puis ça a été renouvelé à la fin des années 90 et au début des années 2000, l'État en particulier, à travers le travail du législateur, qui propose des lois encourageant les foncières cotées en bourse ou pas cotées en bourse, ainsi que des fonds d'investissement qui vont investir dans de l'immobilier pour, par exemple, 10 ans. Et l'État a accordé des exemptions fiscales pour renforcer ce circuit-là. Donc c'est vraiment une politique publique explicite, et les raisons qui expliquent ce soutien des États qu'on retrouve dans les pays anglo-américains, dans les pays d'Europe de l'Ouest, mais aussi on a travaillé au Mexique, en Inde, au Brésil, et il y a maintenant tout un arsenal juridique qui a été mis en place de ces véhicules défiscalisés, avec des exemptions fiscales. Ça renvoie à plusieurs objectifs. Pour des États, s'il y a un gros compartiment immobilier ou infrastructure dans leur marché financier, eh bien on espère avoir plus d'investissements sur la place boursière. Donc c'est un moyen de soutenir l'essor de la place boursière nationale. Ça, c'est plutôt au ministère des Finances qui pense à ça. Au ministère de l'Économie, on se dit, c'est de la création d'emplois quand même, s'il y a tous ces circuits de financement, ce circuit de financement financiarisé qui va sur les marchés financiers. On peut espérer qu'il va y avoir de la construction, donc des emplois dans le BTP, qu'il va y avoir aussi des emplois dans les services immobiliers, parce que contrairement à un petit propriétaire qui va faire une prise en charge assez importante peut-être de son bien quand il le loue, les gestionnaires d'actifs, eux, ils vont avoir tendance à tout externaliser. Et puis, on se dit aussi, dans un raisonnement un peu plus large, que ça va régler ou contribuer à régler le manque de logement, ou permettre, dans l'immobilier non résidentiel, à des entreprises d'être locataires
et donc à plus consacrer leurs fonds propres ou leurs capitaux propres à acheter de l'immobilier, mais à investir dans leur appareil de production. Donc il y a vraiment tout un raisonnement assez complet, multifactoriel, qui fait que on peut trouver des soutiens politiques ou dans la haute administration à ce circuit, aussi bien du côté du ministère de l'économie et des finances que parfois au sein des ministères qui s'occupent plus de l'aménagement ou de la production du logement ou des développements économiques. On verra tout à l'heure effectivement les effets de cette place très forte des gestionnaires d'actifs dans la production de la ville et on verra quelle est leur place dans la question résidentielle. Avant ça, j'aimerais qu'on reprenne un peu de champ parce que le terme de financiarisation dans la question urbaine est beaucoup abordé aujourd'hui. J'aimerais bien, parce que tu as beaucoup réfléchi un peu à la manière de positionner cette filière que tu viens d'évoquer dans les conditions de fabrication de la ville. Est-ce que tu peux nous resituer où ça commence et où ça termine? Parce que je trouve que dans le débat actuel, c'est intéressant de bien situer les choses. Je suis d'accord avec toi, il y a besoin d'essayer de un peu clarifier les notions, pas pour les purifier, et pas pour dire qu'il y a des définitions qui l'emportent sur les autres, mais pour savoir de quoi on parle. Et alors, c'est vrai que j'ai le loisir professionnel d'y réfléchir amplement. Je l'ai pas fait tout seul, et je l'ai fait notamment avec mes collègues dans mon laboratoire, le LATS à l'université Gustave Eiffel, puisqu'il faut l'appeler comme ça désormais. Donc on a réfléchi collectivement, et puis il y a aussi toute un essor des travaux dans la communauté scientifique internationale dont je vais essayer de me faire l'écho, alors sans tout citer évidemment, mais pour vous donner un peu deux définitions là qui vont aider à comprendre le débat public. Des fois on entend parler de la financiarisation de la ville. Et je crois que souvent, ceux qui évoquent ce terme-là, qui peuvent être, c'est dans le monde académique, mais c'est aussi des collectifs habitants, ça peut être des élus, des techniciens, qui voient là-dedans, dans la financiarisation de la ville, le fait que des propriétaires, qui se voient donc garantis par la puissance publique le droit de faire du commerce à partir de l'immobilier et du foncier, eh bien que des propriétaires peuvent considérer un logement, des bureaux, un foncier, non pas pour l'usage qu'on peut en faire, qu'ils vont pouvoir en faire eux-mêmes, l'utilité de ces lieux, mais comme un capital, comme une source de revenus. On va pouvoir le louer, donc dégager un revenu locatif. On va pouvoir le vendre et donc espérer se constituer un patrimoine. Et ça, c'est un raisonnement que vous allez retrouver, par exemple, qui est inscrit dans les processus de gentrification. Quand des ménages qui sont déclassés, des classes moyennes supérieures, qui sont déclassés, qui n'arrivent plus à accéder à des espaces centraux et qui vont dans des espaces péricentraux avec des marchés immobiliers moins valorisés, une partie du raisonnement qu'ils font, ces ménages, c'est un calcul économique en se disant on fera peut-être une plus-value en se portant propriétaire d'un logement qui va, puisqu'on fait tous la même chose, toutes les classes moyennes sup s'en vont au même endroit, le marché va bien se valoriser. Donc là, il y a un raisonnement qui est, on pourrait dire, de traiter un logement ou du foncier comme si c'était un actif financier, comme un patrimoine, donc un moyen d'accumuler. Ça, ce serait la financiarisation de la ville, et ça oppose valeur d'usage, ce qu'on peut en faire, et valeur d'échange, les revenus qu'on peut en tirer. C'est très connu, ce sont des travaux par exemple autour de David Harvey, notamment. Et puis, nous, financiarisation urbaine, je dis nous avec le petit groupe là que l'on constitue au LATS et puis cette communauté scientifique un peu plus large, on se dit, prenons-le de manière un peu plus resserrée. Après tout, est-ce que là, dans cette financiarisation de la ville que je viens d'écrire, la première, c'est pas juste un processus de marchandisation ou de commodification, de transformer en commodité au sens anglais. Et donc, dans financiarisation, nous, on a décidé de mettre un coup d'éclairage, un coup de projecteur sur ces capitaux et ces acteurs financiers qui incluent les espaces urbains à travers le foncier, les infrastructures, les équipements, l'immobilier, comme dans des fonds qui sont échangés sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'ils font rentrer, c'est pas un traitement métaphorique de l'immobilier comme si c'était un actif financier. Non, c'est devenu un actif financier échangé sur les places boursières et plus largement sur un marché financier. Et on se dit, c'est intéressant, c'est pas pour raffiner ou pour se créer une rente
sur le marché des idées au milieu de la communauté académique. Non, c'est qu'on se dit que ça permet d'apporter une clarté pour bien comprendre la contribution spécifique de ces acteurs de marché que sont les gestionnaires d'actifs qui vont chercher les capitaux sur les marchés financiers pour accumuler un rendement à partir de la détention du foncier. Et il y a quelque chose de spécifique. Premièrement, j'ai évoqué le fait que ces gestionnaires d'actifs, ils géraient maintenant des capitaux internationaux. Ils vont se financer sur des marchés internationaux. Et avec cela, eh bien, ceci signifie que lorsqu'ils présentent les produits d'investissement, un fonds dans lequel on va investir, on propose à des investisseurs qui ont des capitaux à placer, parce qu'on leur dit, eh bien, venez investir dans l'immobilier. La présentation et les critères d'investissement sont de plus en plus internationaux. Il y a des variations nationales, j'en parlerai, mais ils sont de plus en plus selon des standards internationaux. Ce qui expose la production urbaine, finalement, à pas quelque chose de complètement local, mais aussi à des façons de concevoir la production urbaine selon des critères qui circulent entre places financières. Et deuxièmement, ces gestionnaires d'actifs, ce qui est spécifique avec eux, c'est qu'on n'est plus sur de la petite propriété privée fragmentée comme les ménages quand ils achètent un logement soit pour l'occuper, soit pour le louer. Là, on a des sociétés qui arrivent avec des fonds d'investissement à plusieurs centaines de millions d'euros, qui dépassent allègrement le milliard bien souvent lorsqu'ils rajoutent un peu de dette dessus. Et donc, ils ont un traitement complètement industriel. Pas industriel seulement par la quantité d'argent qui est investi. Et en aparté, pour ce qui est du domaine du logement, il faut avoir conscience que ce que j'évoque là, c'est pas le circuit principal de financement du logement en France, ce circuit qui passe par les marchés financiers. Le circuit principal, ce sont les ménages qui vont chercher un peu de prêt auprès de leur banque et qui constituent l'essentiel de la propriété privée du logement. Le second circuit, c'est celui du logement social où des bailleurs sociaux vont chercher des prêts auprès de la Caisse des dépôts à partir du livret A et qui finance donc la production de logements sociaux. Mais ce troisième circuit, qui est important quantitativement, mais moins pour le logement pour l'instant, on en reparlera peut-être plus tard, ce qu'il fait là, c'est qu'il a un traitement très industriel au sens d'automatiser. Les critères d'investissement, relativement internationaux que j'ai évoqués, ils sont appliqués un peu comme une espèce de moulinette par quelques sociétés. Les gestionnaires d'actifs, c'est pas beaucoup de monde en France. C'est peut-être un secteur qui a 3 à 4 000 professionnels en réalité. Mais par contre, ils ont la même façon de concevoir un bon investissement ou une bonne ville. Et cette façon, elle est apprise dans des formations, souvent à Bac+5, dans des masters spécialisés qui croisent économie financière et économie immobilière. Et donc, on a des entreprises qui emploient des professionnels qui sont biberonnés à des méthodes de calcul qui reviennent de l'économie financière telle qu'elle a été inventée et développée notamment dans les universités anglo-américaines dans les années 1950 et qui sont appliquées à travers des logiciels, des techniques de calcul. On emploie le discounted cash flow comme moyen de calculer les revenus futurs en les actualisant avec un taux qui ramène ces revenus futurs dans le présent. Donc il y a une façon de concevoir le monde, et si je dois la résumer à nos auditeurs et à nos auditrices, parce que c'est peut-être un peu ésotérique tout cela, en gros ce sont des professionnels qui conçoivent l'immobilier ou le foncier et les logements selon 3 critères. Celui du rendement, combien est-ce qu'il va générer de revenus, mais aussi, et c'est fondamental, quel risque on prend. Parce que la justification sociale de l'industrie financière, c'est de prétendre qu'elle est capable de gérer du risque, de prendre le risque à la place des autres acteurs. Et donc pour faire cela, ils se piquent ou ils sont par contrainte professionnelle, par éthique professionnelle, les voici, ces gestionnaires d'actifs, à essayer de gérer du risque. Et puis la troisième pan de la moulinette, c'est qu'ils essaient de maintenir la liquidité autant que possible, parce que les investisseurs, eux, ils cherchent à ne pas être bloqués. Alors cette façon de voir le monde, justement, c'est extrêmement explicite ce que tu viens de nous indiquer. C'est un référentiel de gestion quelque part qui est totalement courant, banal dans les circuits, on va dire effectivement de marché traditionnels, et qui dans le domaine de la ville va peut-être surprendre effectivement un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas ces référentiels-là en tête.
Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette façon de voir le monde ou de gérer ses actifs a des incidences concrètes sur justement la manière dont on fabrique la ville, la gère, de manière générale et peut-être aussi dans le domaine du logement particulièrement ? Sur cette notion de risque, de complexité de gestion, de rationalisation. Oui, je vais vous prendre plusieurs exemples de ce qui est produit finalement et ce qui va nous amener à comprendre ce que des gestionnaires d'actifs appellent la thèse d'investissement, c'est-à-dire l'ensemble des critères qui sont présentés à des investisseurs potentiels pour essayer de les séduire et de les convaincre de placer de l'argent dans leur foncière ou dans leurs fonds. Le premier exemple que je vais prendre, c'est en termes de localisation. Des gestionnaires d'actifs, je vous l'ai dit, ils sont sensibles au rendement, donc ils vont essayer de privilégier des localisations dans lesquelles ils espèrent que le marché locatif, immobilier locatif ou à la revente va se valoriser, parce que ça fera des bénéfices à reverser aux actionnaires. Mais ils vont aussi être sensibles à ce que le niveau de risque qui est pris pour cela correspondent bien à la rentabilité attendue. Or, on peut dire que dans l'industrie financière, les espaces urbains des démocraties capitalistes occidentales, ça vise surtout à ne pas prendre trop de risques par rapport à des villes comme celle que j'ai étudiée en Inde, où là, on a l'impression qu'on prend beaucoup de risques, et donc les investisseurs vont exiger du 20-25% de retour par an. Quand on investit en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, ce qu'on recherche, c'est peu de risques, et donc on va s'accommoder d'un rendement qui est au-dessus d'un placement pas du tout risqué, évidemment, mais qui n'a pas besoin d'être extraordinairement élevé. Le plus c'est le mieux, évidemment, hein. Il y a des objectifs de performance. Les gestionnaires sont encouragés, incités à la performance. Mais donc, ce qui va compter, c'est de prendre pas trop de risques. Et qu'est-ce que c'est ne pas prendre trop de risques pour un gestionnaire d'actifs ? Eh bien, c'est évaluer les risques collectivement sur ce qui apparaît risqué ou pas. Et ces gestionnaires d'actifs, ils ont tendance à considérer collectivement, il y a tout un discours de justification, de légitimation, qui est présenté comme si c'était une réalité objective des marchés locaux. Eux, ils ont tendance à considérer que les métropoles sont des espaces pas trop risqués ou moins risqués et qui justifieraient qu'on ait un rendement moindre que dans des villes soit petites ou moyennes ou dans des villes de pays émergents. Donc, il y a un premier effet, je viens de vous l'indiquer aux auditeurs, aux éditrices, c'est une concentration spatiale très forte des investissements. C'est un circuit qui est hyper sélectif géographiquement. C'est entre les espaces urbains, à l'échelle d'un pays, mais c'est aussi au sein des quartiers d'une agglomération, avec une concentration très forte dans certains territoires, plutôt centraux et péricentraux. Alors, ça va dépendre aussi de dans quel type de segment on investit. Quand ils investissent dans du commerce, les centres commerciaux sont aussi en périphérie. Mais pour ce qui d'un trait général, c'est quand même un très fort tropisme métropolitain. Un deuxième effet, c'est sur les formes bâties qui sont produites. Tout d'abord, j'ai évoqué que ces gestionnaires d'actifs, ils lèvent des fonds qui sont volumineux en quantité en montant à investir. Or, une équipe de gestion d'actifs, ça peut être 3 ou 4 personnes dans un bureau qui ont la responsabilité de gérer plusieurs centaines de millions. Donc, on peut s'imaginer que pour des raisons d'économie d'échelle ou de temps, on va privilégier des très grandes surfaces, des investissements très coûteux. Pas question, il y a des exceptions, je vais en parler sur les domaines d'extension, dans le logement notamment, de ce circuit-là. Dans l'ensemble, on a des gestionnaires d'actifs qui préfèrent acquérir des biens à 10, 20, 30 millions quand on est en région, et puis à la centaine de millions d'euros quand on est en Île-de-France. Vous voyez que tout de suite, ça conditionne la taille des opérations. Donc, ça a des effets matériels parce que ces gestionnaires d'actifs privilégient les grands projets. 20, 30 000, 100 000 mètres carrés, ce qui va aider à comprendre un peu le type de biens dans lesquels ils investissent. Et c'est mon troisième exemple. Ces gestionnaires d'actifs, ils sont très sélectifs sur le type
de produits dans lesquels ils vont placer leur argent. Aux États-Unis ou en Allemagne ou en Suisse, les gestionnaires d'actifs, ils vont privilégier l'investissement dans des bureaux, dans de la logistique, dans des centres commerciaux et dans du résidentiel. Mais plutôt du résidentiel, de l'immobilier collectif de centre-ville. Donc, ils soutiennent bien ce processus de métropolisation. En France, et c'est là où j'aborde la question plus spécifique du logement, ce circuit financiarisé, alors même que les compagnies d'assurance avaient acheté beaucoup de logements résidentiels, notamment dans la ville haussmannienne à la fin du 19e siècle, à partir de la fin des années 90, ils ont vendu l'essentiel de leurs logements. On est passé, sur les travaux de certains collègues, de 2 millions de logements à même pas 200 000 aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est un phénomène français ou c'est un phénomène international? Oui, j'insiste sur le fait que ça n'est pas, international. C'est bien, on le retrouve surtout en France. Alors, il y a certainement un inventaire à faire dans d'autres pays, mais moi, je le vois principalement en France. Ils ont eu des déboires, les gestionnaires d'actifs en France, parce qu'ils ont été exposés à ce qui a été appelé le scandale de la vente à la découpe dans les années 2000. Où des locataires qui voyaient les biens des gestionnaires d'actifs vendus étaient soumis au risque de perdre leur logement parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'être les premiers acquéreurs. Et du coup, ça a quand même beaucoup grincé et ça a exposé ce secteur d'activité à un risque de blâme public. Donc d'image et aussi à du contentieux, notamment. Et puis il y a aussi cette industrie de gestion d'actifs qui est sur des toutes petites équipes et qui se sont dit il est quand même plus simple de louer un bien à une seule entreprise pour 40 000 mètres carrés que d'avoir un millier de locataires. Donc il y avait des économies d'échelle à produire. Et on a aussi dit que le logement résidentiel n'était pas suffisamment rentable. Au moins pendant les années 2000 et les choses sont en train de beaucoup évoluer et c'est ce point sur lequel il faut qu'on insiste maintenant, c'est que la pression des investisseurs internationaux qui sont très demandeurs de logements, d'immobilier résidentiel dans leur stratégie de diversification de portefeuille fait qu'en France il commence à y avoir de nouveau une demande importante pour le logement résidentiel, pour les logements. Ça frémit, et d'ailleurs, des acteurs de la puissance publique ne sont pas indifférents à cela. En France, c'est quand même un serpent de mer, déjà, que les exécutifs essaient de faire revenir les institutionnels dans le logement. Et puis, il y a eu un acteur qui est proche de l'État, enfin, qui fait partie de l'État, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui essaie de convaincre à la fois le législateur de fournir des conditions intéressantes pour les investisseurs des marchés financiers et aussi qui essaie de convaincre ces investisseurs des marchés financiers de revenir dans le logement, par exemple à travers le logement intermédiaire, la création d'un fonds de logement intermédiaire pour des compagnies d'assurance et des institutionnels. Ça, c'est un projet qui a remis sur le devant de la scène le logement, ici le logement qu'on dit abordable, comme une possibilité de diversifier les investissements. On reviendra tout à l'heure sur les perspectives du retour des investisseurs dans le secteur dit intermédiaire. Je voudrais qu'on revienne sur des analyses que tu livres dans tes travaux sur les effets d'influence. Tout à l'heure, tu évoquais les effets d'influence de ces modes et ces référentiels de gestion dans la forme urbaine, la localisation. Il y a aussi des choses que tu dis autour de l'influence des différents univers professionnels. Les promoteurs, les aménageurs qui internalisent les critères de gestion, non seulement d'investissement, mais aussi de gestion de ces gestionnaires d'actifs et qui a des effets en chaîne, en tout cas dans le domaine économique, qui sont très puissants. J'aimerais bien que tu reviennes sur cet aspect-là aussi. Oui. Alors ça, c'est des travaux qu'on a menés notamment avec Antoine Guironnet, où on s'est intéressé à observer non pas seulement comment fonctionne ce secteur de l'investissement, donc qui était une espèce d'étude un peu du fonctionnement d'un secteur d'activité assez classique. On a regardé comment ces capitaux se connectaient en France
avec les opérations d'aménagement, avec la production urbaine concrètement. Et puis on a fait la même chose au Brésil avec d'autres collègues, en Inde. Bon, je peux pas citer tout le monde, mais c'est un effort collectif où on a observé des processus similaires. Et ce que l'on observe, c'est qu'on a des gestionnaires d'actifs très souvent qui ont tendance à être assez, j'allais dire discrets dans la production urbaine, parce qu'ils sont assez réticents à se montrer ou s'exposer directement auprès des collectivités, et que par ailleurs, ils arrivent toujours un peu en aval. Ce sont les clients finaux qui vont acheter les immeubles, mais les droits à construire sont négociés par les promoteurs avec des aménageurs en France, et sous le regard des techniciens de l'aménagement dans les collectivités et des élus. Donc il y a une bataille qui se joue pour l'accès au foncier, qui est menée, qui est conduite par les promoteurs, en pensant à la revente auprès de ces gestionnaires d'actifs. Et finalement, ces derniers ont peu de raisons de s'impliquer directement, ils ont des porte-paroles. Les promoteurs, mais aussi les commercialisateurs, qui sont souvent consultés par les agences de développement économique ou les aménageurs pour savoir finalement est-ce qu'il y a un marché pour construire tel type de surface. Et donc les commercialisateurs qui sont censés avoir une bonne idée de ce qu'est le marché fournissent des évaluations de nombre de mètres carrés, de prix de sortie. Donc il y a tout un tas de négociations qui se font en amont et à distance, mais qui intègrent les souhaits des clients finaux, qui sont pas juste les utilisateurs, que ce soit des ménages ou des entreprises locataires, mais qui sont les propriétaires que vont constituer les fonds d'investissement, les foncières, gérées par ces gestionnaires d'actifs pour le compte d'actionnaires distants. Donc oui, il y a bien une division des tâches qui entraîne la percolation de ces attentes, de ces prérequis, de ces thèses d'investissement dans la production urbaine. Après, on pourrait s'interroger, tu me poseras peut-être la question plus tard, je fais le jeu des questions et des réponses tout à coup, sur comment les collectivités locales négocient ou s'accommodent de ces critères d'investissement. Ça, on pourra peut-être y réfléchir, même s'il y a peut-être une réflexion plus large à avoir sur le rôle de la puissance publique au sens large dans l'essor de ce circuit de financement. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne à cette question du dialogue avec la puissance publique, à la fois l'État. Tu évoquais tout à l'heure le rôle d'incitation de l'État à faire. Alors, si je reviens sur la question du logement, avec effectivement ce vieux sujet du logement locatif intermédiaire. Donc il y a ce rôle de l'État qui encadre, qui soutient, qui incite. Il y a aussi la question des collectivités locales. Comment ont-elles conscience de ces mécanismes que tu évoques, justement, puisque tu évoquais la discrétion des gestionnaires d'actifs dans la production, pour autant avec ce rôle d'influence très fort. Donc, jusqu'où les collectivités ont conscience de ces mécanismes, jusqu'où est-ce que ces collectivités locales intègrent elles-mêmes, via leurs aménageurs, les règles de gestion et d'investissement de ces gestionnaires d'actifs. Donc, jusqu'où ont-elles conscience? Et quand elles en ont conscience, comment ces collectivités réagissent? Est-ce qu'elles sont dans l'invitation et l'incitation d'une certaine manière, comme l'État le fait pour partie? Ou est-ce qu'elles essayent de réguler, d'encadrer, de maîtriser ces phénomènes? Alors, les collectivités comme l'État, c'est un champ dans lequel il y a des sous-organisations qui sont en lutte pour définir ce que doit être la politique publique. Donc on ne peut pas les traiter de manière complètement homogène. Pour ce qui est de l'État, dont on a insisté sur le rôle important, qui est important sur les deux types de financiarisation. Important parce que l'État est central dans la garantie des droits de propriété et leur commerce, donc la financiarisation au sens large, soutient finalement à des processus d'accumulation de tout propriétaire, par tout propriétaire. Et aussi, je l'ai dit, la financiarisation au sens restreint de ce circuit qui s'appuie sur les marchés financiers. Bon, donc l'État fait cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contestation, y compris au sein de l'État. Des bouts de l'État, notamment au sens large des élus et une autre administration qui serait plutôt favorable à sortir le foncier ou au moins une partie du logement de relations de marché, sont pas forcément très favorables. Donc c'est contesté quand même, c'est pas un champ homogène. On a des luttes. Pour les collectivités territoriales, c'est la même chose. Toutes les collectivités territoriales ne sont pas n'adoptent pas les mêmes positions face à ce circuit de financement.
Et par ailleurs, au sein des collectivités, il peut y avoir des positions qui sont tendues ou des désaccords. Je vais m'en expliquer. La collectivité territoriale, donc je pense surtout là aux intercos et puis aux mairies qui ont quand même des compétences en matière d'aménagement, de politique du logement qui sont importantes. Elles se retrouvent face à des acteurs ça n'est pas la seule à agir dans la production urbaine. Elle ne se contente, ce n'est pas elle qui construit la totalité des logements, qui les finance, qui les gère. On est face à une production urbaine qui est maintenant très fragmentée, dans lesquelles il y a des acteurs privés, des associations, des ménages, qui sont des acteurs importants. Donc il y a des ressources, mais qui sont très fragmentées. Et la collectivité, elle a une capacité, c'est d'essayer de mettre un peu tout ça en musique. Donc, elle a des ressources pour le faire qui sont juridiques. Elle a le plan local d'urbanisme, le permis de construire, l'urbanisme opérationnel. Elle a des contrats, des opérations qu'elle peut gérer. Elle a des connaissances et du personnel. Donc, elle a un savoir. Elle a surtout quelque chose de très important, du capital politique, des ressources politiques. Elle a des élus qui peuvent aller convaincre les autres parties prenantes de par la légitimité de l'élection. Et elle a des ressources financières pour financer des équipements, pour financer du logement, aussi à travers des subventions. Donc, elles sont, ces collectivités, amenées à développer des politiques de développement urbain, de production urbaine, avec des acteurs qui sont fragmentés et qui ont des ressources, mais elle en a aussi. Et ce qu'elle a devant elle, c'est plusieurs circuits de financement. Elle peut décider de s'appuyer sur un circuit qui va chercher sur les marchés financiers. Elle peut s'appuyer sur des bailleurs sociaux. Elle peut s'appuyer sur des ménages. Il y a plein de façons de financer la production urbaine. Et tout dépend de la manière dont les attelages politico-administratifs locaux, les élites locales, que ce soit des élus ou des techniciens dans les services, considèrent qu'on peut fabriquer et financer la production urbaine. Pour certaines collectivités, on ne voit pas de problème avec un circuit financiarisé. Ces gestionnaires d'actifs, ils vont contribuer à développer de nouveaux immeubles, à soutenir le développement économique, à loger des entreprises, des commerces, de plus en plus des résidences. Ça tombe bien parce qu'il semble y avoir un manque de logement. Donc il y a des collectivités qui s'en accommodent tout à fait et qui vont ajouter leurs propres ressources politiques, financières, réglementaires pour soutenir ce circuit. Peut-être l'archétype, c'est la métropole de Lyon, sur laquelle a travaillé notamment mon collègue Antoine Guironnet, qui a mis en place un ensemble de dispositifs pour que les services de l'aménagement, du développement économique soient proches et comprennent les attentes des investisseurs, en se rapprochant donc des commercialisateurs, en se rapprochant des promoteurs, pour bien comprendre leurs critères et essayer de les séduire. Et ça va parler peut-être à vos auditeurs et auditrices. Ça se traduit par la participation de plus en plus importante qui s'est accrue. Nos travaux l'ont monté notamment dans les années 2010 par la participation au grand salon immobilier. Le salon du MIPIM, là, le marché des professionnels de l'immobilier, est désormais peuplé par des collectivités locales, comme si elles étaient devenues, elles aussi, des professionnels de l'immobilier. Et les collectivités se font une concurrence pour accéder à du foncier qui est très cher à Cannes, là, pendant ces 3 jours du salon, pour avoir le meilleur emplacement et être au plus proche des gestionnaires d'actifs. Donc vous voyez, il y a un ensemble de professionnels dans les services de développement économique et d'aménagement qui sont non seulement au courant de ces critères d'investissement, et il va de même pour les élus. Ils sont très familiers. Quand j'ai commencé mes travaux sur ce thème il y a 15 ans, là, on parlait un peu dans le vide. Les aménageurs n'étaient pas bien à l'aise avec ces fonds d'investissement. Désormais, ils sont connus par leur nom, et ils sont... on essaie de les séduire. C'est-à-dire en allant au MIPIM, on essaie de faire comprendre à ces gestionnaires d'actifs que oui, ce territoire pourrait bien rentrer dans leur portefeuille. Il y a d'autres collectivités qui se disent il y a des effets qu'elles considèrent comme négatifs, qui peuvent être sociaux, qui peuvent être dans l'accès à l'espace, parce que ces gestionnaires d'actifs, ils filtrent à travers leurs critères de rendement et de risque qui a accès aux biens qu'ils possèdent. Ils filtrent les entreprises, ils appliquent des critères de sélection sur les
les locataires dans le logement et qui se disent on peut pas laisser ce circuit se déployer tout seul. Il faut, comme avec d'autres circuits qu'on impose ou qu'on essaie de faire prévaloir, soit des contreparties, soit des priorités politiques que l'on a affichées lors de nos campagnes. Et donc, on a bien, à travers l'aménagement, l'urbanisme opérationnel, des rapports de force, plutôt entre promoteurs et collectivités locales, sur la négociation de ces critères. Mais le fruit de nos travaux, c'est qu'en France, on est dans un contexte où les collectivités locales se voient se voient dans une position un peu faible pour 2 raisons principales. La première est liée à une évolution des politiques budgétaires nationales, mais qui a percolé aussi au sein des exécutifs locaux et des administrations locales, où s'impose cette idée que les finances publiques devraient être malthusiennes. Enfin, c'est cette idée de la contrainte budgétaire. On a des collectivités qui ont, pour le dire de manière beaucoup plus prosaïque, moins d'argent, moins d'argent à investir, et qui sont appelés, alors soit par adhésion idéologique, parce que d'autres acteurs feraient mieux que la collectivité, d'autres acteurs bien capitalisés feraient mieux que les collectivités, mais aussi parce que, faute de moyens, qui se disent on est obligé de faire appel à ce circuit, comme on fait appel à d'autres circuits. Et du coup, là, il y a une position de faiblesse. Difficile de négocier quand la ressource financière vient à manquer. Et qu'en face, on a des gestionnaires d'actifs qui sont très capitalisés. La deuxième raison, c'est les modalités de fonctionnement de la gouvernance des politiques locales en matière de développement urbain. En dépit de l'intercommunalité, ou parce que l'intercommunalité fonctionne bien souvent comme un club dans lesquels des collectivités locales, des municipalités cherchent quand même à faire prévaloir leurs intérêts propres, parce qu'il s'en va notamment de la ressource fiscale. C'est quand même l'un des enjeux. On a des municipalités qui, au sein des agglomérations, se font concurrence pour essayer d'attirer ce circuit d'investissement. Et les gestionnaires d'actifs ont beau jeu de dire si c'est pas à Villeurbanne, ce sera à Vénissieux. Si c'est pas à Saint-Ouen, il y a Pantin qui nous accueille. Et donc la difficulté à fabriquer des politiques de développement urbain et développement territorial plus largement d'une même voie. Ce qui suppose pas d'ailleurs forcément une institution unique, une métropole en tant qu'institution unique. Ça pourrait très bien être d'une manière plus décentralisée ou horizontale, des formes plus intercommunales ou interterritoriales. On n'est pas obligé d'avoir une seule tête. Ça n'emporte pas des conséquences sur l'organisation territoriale, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, on a des collectivités qui se livrent une concurrence au sein des agglomérations qui leur est assez fatale dans leur capacité à négocier. Mais est-ce qu'on ne voit pas quand même émerger justement des alliances entre communes qui parfois ont donné et ont été presque la première prise de compétence des intercommunalités? Je prends l'exemple de Pleine Commune, par exemple, qui avait mis en place une charte promoteur, au-delà de cet instrument en tant que tel, et qui a une forme d'alliance de coalition, considérant que si un promoteur ne joue pas le jeu sur une commune, disons Saint-Denis, alors elle aura plus la possibilité de travailler sur la commune voisine. Est-ce que ça n'a pas parfois, au contraire, il y a une espèce de prise de conscience quand même et d'obligation de faire qui à un moment donné a permis d'asseoir aussi quand même ces intercommunalités comme capacité à peser et avoir un rapport de force un peu plus équilibré que celui que tu décris là. Alors, ça permet de faire 2 points là, ce commentaire. Un point d'ordre général, c'est que si Pleine Commune est en position de négocier, c'est qu'en fait le rapport de force n'est pas aussi déséquilibré qu'il peut y paraître. Et comprenons que les gestionnaires d'actifs sont face à on parle parfois d'un mur d'argent, à un mur de liquidité qui les oblige à investir, et investir massivement. Et dans leur manière de concevoir le monde investissable, les métropoles des pays occidentaux, les grandes villes européennes, et y compris même des métropoles régionales en France, sont relativement incontournables. Donc, il ne faut pas se laisser duper par certains coups de menton.
qui dirait oui, bon, je vais aller ailleurs. Quand on cherche peu de risques sur des marchés relativement stables d'un point de vue immobilier, il y en a pas tant que ça qui perdurent. Donc c'est un premier point. Ça, pour aider à comprendre que le rapport de force peut être un peu inversé ou équilibré. Deuxièmement, est-ce que pleine commune alors non, je voudrais pas. Pleine commune, c'est un exemple parmi d'autres qui ont effectivement essayé de mettre en place des négociations avec les promoteurs. Mais sur certains segments, là où le circuit que j'appelle financiarisé se déploie, en particulier sur l'immobilier non résidentiel, à pleine commune comme dans bien d'autres espaces péricentraux où on a fait des chartes promoteurs, moi ce que je vois, c'est qu'on n'a pas du tout dérogé des attentes des gestionnaires d'actifs. Les attentes des gestionnaires d'actifs, c'est par exemple de fabriquer des pôles de bureaux qui fassent au moins 100 à 150 000 mètres carrés. C'est exactement ce qui s'est passé dans plusieurs pôles de proche couronne francilienne ou dans les métropoles de région. Est-ce que les bureaux standardisés, 18 mètres de plateau, une hauteur sous plafond, des caractéristiques, par exemple le fait qu'ils soient quasiment entièrement monofonctionnels, c'est-à-dire que il n'y ait pas dans un même lieu le mélange des fonctions commerciales et du logement. Tout ça, ça a été imposé par les gestionnaires d'actifs. Donc, est-ce que la collectivité qui, elle, avait un énorme besoin dans les espaces péricentraux, qui avait perdu son industrie, c'est vrai à pleine commune, mais je veux pas stigmatiser un endroit. Enfin, je veux pas porter le constat. Il n'y a pas lieu de stigmatiser, mais de porter le constat à cet endroit-là, parce que c'est vrai dans tous les espaces péricentraux anciennement industriels des métropoles. Quand il y a eu désindustrialisation, après l'échec des efforts de réindustrialisation, il est apparu que ce circuit de financement qui apportait de l'immobilier d'entreprise était celui qui permettait de transformer l'espace qui était de plus en plus en friche, de faire entrer de la fiscalité locale et puis de créer de l'emploi. Pas forcément pour les populations locales. Donc, moi, je trouve que ces territoires-là, y compris ces intercos, sont très présentes au MIPIM. Ils sont même très populaires, très connus au MIPIM. Et ont des stands. Absolument. Alors pas toujours avec le reste des intercos d'Île-de-France, parce que justement, on est dans cette concurrence qui est assez avivée, notamment. Alors j'aimerais qu'on revienne à la question résidentielle, oui. Puisqu'on a un peu tourné autour de cette question. On a bien entendu le rôle encore relativement marginal des circuits financiarisés dans la question résidentielle pour les raisons qu'on a rappelées tout à l'heure, de retrait de ce secteur. Pour autant, on voit bien, on est dans une période particulière. On a face à nous, tu pourras nous en parler. On a à la fois une crise économique et sociale, mais on a aussi des plans de relance, des stratégies portées par les États, l'Europe. Et dans une intervention récente, Xavier Lépine, qui était le président du directoire de la Française, se félicitait du retour annoncé de l'investissement privé dans le secteur du logement. Alors qu'est-ce que ça nous dit de l'avenir ? Est-ce que c'est un effet d'annonce ? Est-ce que c'est un effet de... Voilà. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer de la suite ? Et encore une fois, sur les effets sociaux, urbains, sur le dialogue avec les collectivités locales, puisque encore une fois, on voit bien dans le domaine économique toute la place que ça a pris. Qu'est-ce que ça peut produire au regard des constats que tu as fait dans tes travaux ? Oui. Alors, une perspective internationale et puis ensuite essayons de comprendre ce qui se passe en France et en particulier la déclaration, ces déclarations qui annoncent le retour de ce circuit de financement. D'un point de vue international, j'insiste, il n'y a pas un interdit sur l'immobilier résidentiel. Historiquement, depuis les années 60, par exemple, avec la création des premières foncières cotées qui bénéficient d'exemption d'impôt aux États-Unis, on appelle ça les REITs, les Real Estate Investment Trusts, dont on a des équivalents en France. Les premiers REITs, c'était aussi dans du résidentiel, de l'immobilier collectif de centre-ville, parce que les gestionnaires d'actifs considéraient que c'était un placement tout à fait intéressant. Donc il y a une tradition. En Suisse, les fonds de pension possèdent de l'immobilier résidentiel de longue date et les ont logés dans des fonds d'investissement depuis, donc ça existe. On observe même que à l'issue de la crise de 2008 aux États-Unis, où le marché des maisons individuelles
s'est effondrée. La valeur des maisons individuelles s'est effondrée. Il y a des gestionnaires d'actifs les plus spéculatifs. L'un d'entre eux assez connu, il s'appelle Blackstone, qui est un fonds d'investissement de plusieurs centaines de milliards qui va plutôt sur des produits risqués. A fait une véritable razzia sur l'immobilier, les maisons individuelles qui étaient vendues par les banques, qui les vendaient à la casse parce que les banques en étaient devenues propriétaires parce que les propriétaires pouvaient plus payer les prêts. Et donc, les banques ont revendu à la casse des portefeuilles entiers. Eh bien, Blackstone s'est empressé, avec d'autres fonds d'investissement spéculatifs, de créer des gros portefeuilles, y compris donc dans de l'immobilier, des métropoles, dans du périurbain. Donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'impossibilité. Ce qui compte, c'est de fabriquer ce produit. C'est-à-dire de le rendre crédible comme classe d'actifs auprès d'autres investisseurs. En Allemagne, ça s'est produit dans les années 2000, quand les bailleurs sociaux ou les municipalités qui possédaient du logement social ont été contraintes de vente pour des motifs d'austérité budgétaire. Puisque la vente n'a pas réussi à se faire auprès des ménages occupants, ce sont des portefeuilles entiers qui ont été absorbés par des fonds d'investissement. Il y a désormais en Allemagne un fonds d'investissement coté en bourse qui possède 400 000 logements. Donc le logement n'est pas du tout une impossibilité, évidemment. Mais la France, voilà, la question de la France. Et quand des gestionnaires d'actifs qui depuis de longue date sont dans l'immobilier d'entreprise annoncent le retour dans l'immobilier résidentiel, c'est pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a une demande à la part d'investisseurs internationaux qui comprennent pas qu'il n'y ait pas de ce segment-là ou cette classe d'actifs en France. Et puis deuxièmement, c'est que c'est le moyen de la fabriquer, cette classe d'actifs, de la rendre crédible. On essaie de constituer les conditions nécessaires à ce qu'on ait des produits qui créent du rendement à un niveau de risque que l'on considère comme adapté et qui soit suffisamment liquide. On a donc peut-être la Française AM. Moi, je connais ce gestionnaire d'actifs, mais je ne suis pas au courant du détail de leur stratégie actuelle sur le foncier résidentiel, qui va donc peut-être essayer de rendre crédible ce marché-là. Je l'ai dit sur le logement intermédiaire, c'est ce qu'a essayé de faire la Caisse des dépôts à travers CDC Habitat. Aujourd'hui, on a des transactions qui se font sur de l'immobilier dans des projets urbains de plusieurs centaines de logements dont les acquéreurs sont des fonds d'investissement où au capital, on va retrouver des compagnies d'assurance notamment. Donc, c'est à l'œuvre depuis le milieu des années 2010 en France. Ça traduit un processus international, comme je l'ai expliqué, qui est un peu plus ancien. Et puis, il y a les effets de la crise que l'on connaît aujourd'hui. Moi, je lis pas du tout dans l'avenir. Ce que j'observe, c'est que pour les gestionnaires d'actifs qui sont très exposés à l'immobilier d'entreprise, il y a quand même une inquiétude. Des entreprises qui vont plus où les salariés vont plus au travail, dans les bureaux, je veux dire, qui privilégient le télétravail, ça va peut-être réduire finalement la demande. Ils se font ces calculs-là quand même pour des bureaux. Des clients qui font plus de l'e-commerce que d'aller dans les boutiques. Est-ce qu'il était encore bien intéressant de développer des centres commerciaux alors que les centres commerciaux ont des taux de croissance des revenus du commerce qui sont très très bas déjà. Donc on s'interroge, il y a un peu un effet de stupeur, on attend de voir. Pour l'instant, il n'y a pas une crise, une grève des locataires massive. C'est trop tôt probablement, il n'y a pas eu des impayés trop massifs pour l'instant. Et par ailleurs, les locataires en résidentiel, il y a eu un mouvement là, notamment aux États-Unis, de grève des loyers. Ça n'a pas beaucoup pris en réalité. Au moins, alors très clairement en France, il n'y a pas eu de. Donc, c'est une incertitude, mais si on a toujours autant d'argent à investir, et en réalité on en a plus, je vais essayer de l'expliquer post-plan de relance, peut-être qu'il va y avoir une recomposition avec des gestionnaires d'actifs qui vont aller encore plus vers le logement, le résidentiel.
qui lui offre des perspectives. Bien sûr, c'est très fragmenté. Il va falloir gérer beaucoup de locataires. Mais peut-être que le rendement sera à la hauteur, surtout si on investit dans des marchés qui continuent de se valoriser, les espaces péricentraux des grandes villes. Donc il y a un moyen d'avoir finalement un niveau de risque et de rendement acceptable. Et ce, d'autant plus, et là j'explique maintenant l'effet des politiques monétaires que je pressens. Tout comme en 2008, l'une des réponses, ça a été de la création monétaire par les banques centrales. Mais que cette création monétaire n'est pas allée directement dans les budgets des États ou des collectivités locales, mais qu'elle a été distribuée à travers des institutions financières qui ont des comptes en unités de banque centrale et qui se retrouvent à être responsables de distribuer cette création monétaire. 750 milliards d'euros, par exemple, par la Banque centrale européenne, c'est pas rien. Ces institutions financières, on peut se demander où elles vont placer cet argent. Est-ce qu'elles vont, comme l'espère la Banque centrale et certains États, financer des entreprises pour qu'elles relancent les investissements productifs et créer de l'emploi, alors même que l'on constate que l'enthousiasme des entreprises pour porter des projets d'investissement est très très faible, puisqu'ils sentent bien que la demande risque de ne pas suivre. Du coup, la possibilité, c'est que ces institutions financières fournissent ces liquidités plutôt pour l'investir dans des titres financiers. Donc, dans du rachat d'actions, par fournir des prêts pour que des entreprises rachètent leurs propres actions pour faire monter le cours boursier. Il y a toute vous avez peut-être vu une controverse là. Le gouvernement prétend qu'il va interdire ce genre de pratique, ou espère l'interdire. Et puis, parmi ces investissements, il y a bien sûr les investissements dans l'immobilier. Ça fait partie de ces actifs qui ont des droits monopolistiques, qui sont de la rente, qui vont, si jamais il y a beaucoup d'argent qui arrive, qui vont voir leur valeur monter mécaniquement. Donc, on a des gestionnaires d'actifs qui peuvent avoir intérêt pour répondre et finir à répondre sur cette question, à maintenir leurs investissements. Donc, pas un déclin de ce circuit financiarisé, mais qui peut se produire sous forme soit d'une extension beaucoup plus forte dans le logement, soit même une recomposition depuis l'immobilier d'entreprise vers le logement. Et ça ne sera pas que le logement à marché libre, comme on pourrait le croire, parce qu'on se dit marché libre, il y a quand même plus de marge de manœuvre pour faire augmenter les loyers, pour vendre à plus cher. On a des dispositifs qui vont permettre de sécuriser, c'est-à-dire de faire prendre pas beaucoup de risques, mais avec un niveau de rendement suffisant dans le logement intermédiaire, dans l'hébergement d'urgence. Ne pas oublier que l'hébergement d'urgence est désormais une frontière dans une classe d'actifs qui intéresse ces gestionnaires d'actifs. Avec l'exemple de CDC Habitat. Oui, il y a eu un fonds, le fonds Hémisphère, qui a racheté une soixantaine d'hôtels Formule 1, notamment en périphérie de villes ou de villes moyennes, dont le groupe Accor voulait se débarrasser, pour y loger des populations qui ont droit à de l'hébergement d'urgence. Donc peut-être des sans domicile fixe, mais aussi ça participait, me semble-t-il, sous réserve d'une étude plus approfondie. Il y a quelques articles dans la presse, mais là j'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus, qui visait aussi, c'était aussi une politique de gestion des migrants, de la population migrante, pour la répartir dans toutes les villes de France qui ont un Formule 1 ou qui avaient un Formule 1. Donc c'est un moyen de gérer cette politique migratoire. Mais c'est aussi peut-être le logement social. Au Royaume-Uni, ce qui est devenu le logement abordable, ce qui est appelé maintenant le logement abordable, on a des collectivités péricentrales de métropole, donc qui ont une très forte pression foncière, énorme processus de gentrification très actif, qui essaient de monter des fonds avec des gestionnaires d'actifs pour essayer de faire que pendant 10 ou 15 ans, des logements construits sur le foncier public soient à des loyers un peu modérés, quoi. Et ensuite, avec revente à terme, ce qui permettra aux gestionnaires d'actifs d'avoir touché et de reverser à leurs actionnaires un loyer régulier, garanti quasiment par la puissance publique, tout en faisant une plus-value financière à la revente. Ça, c'est quelque chose qui pourrait très bien se produire en France, d'autant que maintenant on évoque
que le financement du logement social pourrait de plus en plus reposer sur la vente des logements HLM. Pourquoi pas pour l'instant tout le monde, une partie du milieu du logement social, et y compris les organisations qui sont le plus à la pointe de la vente, disent non, on va le vendre plutôt aux ménages occupants, on va pas faire des plus-values extraordinaires. Mais pourquoi ne pas imaginer prochainement que la vente se fasse dans des fonds dans lesquels rentrent des gestionnaires d'actifs qui sont en partenariat évidemment avec les bailleurs sociaux. Et on aura maintenu une forme d'économie mixte. Alors peut-être j'aimerais qu'on revienne sur cette question-là parce que tu l'as abordée assez rapidement sur cette notion de rente foncière, c'est-à-dire le modèle économique des investisseurs dans ce couple loyer valorisation foncière. Qu'est-ce qu'on peut en dire dans le domaine du logement, dans le cas où, effectivement, cette filière-là se développerait dans le domaine du logement sur les effets d'accélération de mécanismes économiques? On a un débat au sein de la communauté académique entre des lectures d'économistes orthodoxes et puis d'autres qu'on dit plus hétérodoxes, dont je fais partie, mais qui traversent aussi l'action publique. Et en particulier des professionnels de l'immobilier qui vont avoir des positions assez différentes de collectifs qui visent à l'accès au logement. Sur cette manière de concevoir le rôle de la production immobilière et des services immobiliers dans la création de richesse. Pour certains, l'immobilier, c'est un secteur qui crée de la richesse. Quand on fabrique des logements, on va créer un bien qui va ensuite être vendu. Et il y a eu du travail qui a été impliqué, qui est rémunéré. Et donc là, il y a une création de richesse. Quand on gère des logements, on rend un service, on permet à des locataires, par exemple, d'avoir un service de nettoyage qui ramasse les poubelles, d'entretien, etc. Donc il y a eu du travail, et à ce titre, les professionnels immobiliers disent on crée de la richesse. On est un secteur qui produit de la richesse. Il y a une autre façon de voir les choses. C'est de dire que cette production de richesse sur la totalité des revenus qui sont créés dans ce secteur-là est très marginale. Et qu'en fait, ce qui se produit, c'est pas de la création de richesse majoritairement, il y en a bien un petit peu puisqu'il y a eu du travail, qui permet à des détenteurs de capitaux d'en extraire un petit surplus. Mais en fait, ce qui rémunère l'essentiel des investisseurs, c'est pas le travail, c'est le fait qu'ils détiennent un droit monopolistique sur un lieu. Et que ce lieu, il y a des agents économiques qui sont, parce qu'ils n'y ont pas accès autrement qu'en payant, qui vont accepter de se départir d'une partie soit de leur économie, soit de leurs revenus. Et donc, c'est pas de la création de richesse, c'est une redistribution de la richesse qui a été créée par ailleurs, mais qui est transférée des locataires vers les propriétaires. Et ça, quand on tire des revenus de titres monopolistiques sur un bien, on appelle ça une rente en économie. Et moi j'ai plutôt le sentiment que c'est ce qui l'emporte. On est face à une économie très rentière, majoritairement rentière. Ça resterait à calculer finement, évidemment. Et les gestionnaires d'actifs ne s'y sont pas trompés. Ce qu'ils viennent chercher, c'est une rente qu'on l'on puisse revendre comme telle, sous forme de titres financiers. Donc, il y a ce débat, parce que si c'est une rente, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de travail, c'est juste une propriété que la puissance publique reconnaît à des propriétaires privés, et le droit de commercer dessus, il y a peut-être d'autres usages à faire du sol. Peut-être qu'on peut considérer qu'il y a d'autres modes d'allocation de l'usage de ces sols que le fait que des propriétaires trient en fonction du risque et du rendement qui a le droit d'y accéder. Ça pourrait être des décisions plus communes dans l'attribution. Le logement social, il contribue un petit peu à faire ça. Il y a bien un petit peu de la location, mais quand même, pour une partie, il n'y a pas d'accumulation capitalistique. On n'a pas le droit de s'enrichir quand on est un bailleur social ou de manière très limitée, au moins pour l'instant. En dessous de 1%, tu m'avais expliqué. 1,6. Voilà. Donc, c'est pas négligeable, 1,6% quand un investissement pas risqué, ça rapporte 0.
Ça fait un écart qui est tout à fait intéressant. Hein. Mais en tout cas, on a des initiatives qui se multiplient pour extraire le foncier, ou au moins une partie du foncier, de ces relations de marché qui alimentent, par hypothèse, ou comme je viens d'essayer d'expliquer, des rentes, des situations de rente, et qui donc ne créent pas de richesse, mais la redistribuent. Et amènent à sa concentration vers certains groupes sociaux, qui bénéficient in fine de la propriété privée du logement. Dans le circuit que j'ai décrit de la gestion d'actifs, ce sont des ménages très aisés, où au moins des 10 des déciles, 10 ou 20 les populations parmi les 30% les plus riches des pays développés. Et surtout, on a même envie de dire, quand on regarde les travaux de Piketty et d'autres, hein, ça m'embête d'ailleurs de ne faire un focus que sur ce nom qui est très connu, ça bénéficie aussi beaucoup aux super riches. Donc il y a une redistribution, c'est une espèce d'impôt à l'envers, la propriété telle qu'elle fonctionne actuellement, quand on extrait une rente de ce type-là. Il y a des spécialistes dont tu fais partie sur le bail foncier solidaire, qui pourrait être un moyen d'extraire une partie du foncier de ces relations de marché. Même si il est possible que des acteurs de marché trouvent un moyen de contourner ce mode de fonctionnement et d'accumuler à partir d'un outil qui a pour finalité explicite de sortir le foncier du marché. Et des tentations aujourd'hui autour de la généralisation, effectivement, du modèle des organismes de foncier solidaire à un modèle d'organisme de foncier libre qui dit effectivement toute la plénitude de l'ouverture qu'on peut y trouver. Ludovic, je pense qu'on va devoir arrêter pour cet échange parce que c'était déjà extrêmement riche. Ce podcast s'appelle Faire les murs. Alors, si tu devais faire le mur pour une cause, quelle serait cette cause ? Alors, donc moi, je souhaite pas livrer mes causes personnelles, d'autant que je suis pas certain que je sois bien un exemple en termes d'investissement, mais ce terme-là, je souhaitais le discuter autour de 2 points. Premièrement, en tant que chercheur, j'aimerais bien partager avec vos auditeurs et auditrices le fait que pour moi, la priorité en tant que chercheur, c'est pas de faire le mur, c'est pas de quitter un lieu sans autorisation, de sauter le mur, c'est d'essayer de me maintenir ou de nous maintenir collectivement dans un lieu qui s'appelle l'université publique et dans un mode de faire, un modus operandi qui est celui de l'exercice des libertés académiques, qui est le gage d'une forme d'indépendance et qui permet de produire les savoirs critiques, notamment sur la production urbaine que j'essayais de partager avec vous. Or, au moment où je vous parle, précisément aujourd'hui, l'université publique, comme d'autres services publics, est soumise à un train ininterrompu de contre-réformes, parce que je pense qu'il faut les appeler comme ça, qui met à mal les libertés académiques. Et donc la possibilité d'exercer une pensée émancipatrice. Actuellement est discutée la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui va à l'encontre de la création de postes pérennes et de financements pérennes que toute la communauté scientifique appelle. Donc, plutôt que de faire les murs, moi, j'aimerais bien rester dans les murs et dans des murs qui permettent de continuer ce travail-là. Le deuxième point, je serai rapide parce que je vois bien que le temps passe, mais c'est que en tant qu'analyste de la production urbaine, et donc moi j'ai le sentiment, j'observe des effets qui paraissent socialement et environnementalement régressifs, liés à une urbanisation dont j'ai expliqué qu'elle était plutôt adossée à des mécanismes d'accaparement de la richesse, la discussion qu'on vient d'avoir sur la rente foncière. Et plus généralement, quand on voit la manière dont le monde social et le monde naturel est recouvert par le champ de l'économie et des processus d'accumulation capitaliste, moi je crois qu'il y a une priorité importante, ou plutôt que d'en faire les murs, c'est pas que pour aller soutenir une cause, c'est que c'est le moyen d'arriver à déstabiliser une forme d'extraction capitaliste, prédatrice, qui tait les souffrances sociales, qui ne permet pas non plus de lutter contre l'épuisement des ressources naturelles, en essayant de créer un rapport de force. Faire les murs, moi je l'entends comme construire des barricades. Parce que on a, je crois, de la part c'est nos analyses, y compris de la communauté scientifique, qui montrent
que remettre en cause ce capitalisme prédateur, y compris financiarisé que je viens d'évoquer, ça va pas se faire sans autorisation. Il va falloir l'obtenir face à des groupes sociaux et des organisations qui ont un intérêt à ce que ces frontières d'accumulation continuent de s'étendre. Et ça me permet de reboucler. Donc, pour instaurer avec le premier point, c'est que pour instaurer ce rapport de force, eh bien, je crois que, j'ai la faiblesse de penser que la communauté scientifique a besoin qu'on maintienne les moyens d'une production et de pouvoir énoncer des savoirs critiques. Ces deux combats, en tant que chercheur et en tant qu'analyse de la production urbaine, pour moi, se retrouvent bien dans cette idée de faire les murs, mais peut-être de manière un peu détournée par rapport au sens commun. Merci beaucoup, Ludovic. Voilà, merci pour cette possibilité de m'exprimer auprès de vos auditeurs et auditrices. Encore merci.